Alors ce soir, je pense qu'il est question de divorce puisqu'il s'agit de la séparation des corps. À propos de ceci, on dit aujourd'hui que d'abord leurs yeux se rencontrent, ensuite leur bouche se rencontre, leur corps se rencontre et finalement leurs avocats se rencontrent. Ça, c'est un peu la situation du mariage aujourd'hui. Toi, tu veux nous parler de la séparation des corps et puis on a vu que sur le calendrier, tu avais planifié 4 conférences à propos des corps. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ces différents volets, dans quoi ça s'inscrit tout ça? Bon, disons premièrement que l'évolution de l'homme, on sait qu'elle est difficile. L'évolution que moi je préfère appeler amélioration. L'amélioration de l'homme ne se fait pas sur le plan psychologique ou spirituel seulement. L'évolution, on pourrait être porté à croire qu'elle ne se fait que du niveau spirituel. Et de ce fait, l'évolution spirituelle tend à entraîner une évolution dans la vie, une évolution planétaire, disons, d'une façon assez difficile. L'homme n'est pas une chose particulière. On a vu souvent que l'homme n'était pas un être médiocre, même si, de par son éducation ou de par la conscience collective, on tend à le rendre médiocre, à lui faire bien comprendre que seul il ne peut rien faire, et à lui faire comprendre qu'il doit continuellement s'en remettre entre les mains d'autres hommes ou d'entités du monde parallèle, du monde de l'astral, ce que certains vont appeler le ciel, par exemple, se remettre entre les mains de certains dieux et de passer leur vie à espérer à un moment donné que leurs souffrances vont se terminer. Et on sait, par expérience, ça fait des millions d'années, que la souffrance de l'homme se termine par la mort. On n'a jamais rencontré d'être qui avait, disons, cessé de souffrir, à part peut-être certains êtres, et ces êtres-là, on leur a donné encore plus de souffrance que ceux qui souffraient. On a le Nazaréen, entre autres, on a Bouddha à un moment donné, on a le comte de Saint-Germain, on a différents êtres qui n'ont pas souffert, comme l'homme souffre, et l'homme a décidé qu'ils avaient souffert plus que l'homme. Ce qui est totalement faux, c'est une projection collective de la souffrance collective sur ces êtres. L'homme évolue difficilement pour la simple raison que l'homme, je répète certaines choses, parce que pour bien comprendre l'utilité de la séparation des corps, qui est la conférence de ce soir, de l'harmonisation des corps, qui est la conférence de vendredi prochain, de l'énergisation des corps et de la fusion des corps planétaires, pour commencer, il faut que l'homme comprenne le pourquoi il veut évoluer. Et l'homme veut évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. L'homme ne veut pas s'améliorer parce qu'il comprend l'intelligence de l'amélioration, mais l'homme veut s'améliorer parce que l'homme est tanné de souffrir. Et de ce fait, l'homme va vouloir améliorer le plan dans lequel il souffre, parce que l'homme veut s'améliorer parce qu'il souffre. Et l'homme ne souffre pas dans sa matière physique. La souffrance physique, ce n'est pas grave. C'est la souffrance psychologique qui est grave. C'est elle qui mène l'évolution de l'homme, parce que l'homme souffre dans sa psychologie. De ce fait, l'homme va évoluer que psychologiquement, pour fuir la souffrance psychologique. Alors, si je prends, par exemple, mon crayon, l'expérience que nous allons tenter, si François veut bien se laisser la tenter. Je sors, tu mets ta main sur la table, voilà, et je vais planter mon crayon dedans ta main. Voilà. Présentement, tu n'as pas mal. Tu es sûr que tu as rencontré Dieu cette nuit, oui? Okay. J'ai confiance, vas-y. Présentement, ça te fait pas mal. Non, ça commence déjà. C'est ça. Par contre, ça te fait peur. Certain. Et c'est là le problème. Ben, on n'a qu'un seul crayon. Plusieurs mines. Alors donc, si je prends ce crayon et que je le plante dans ta main, ça va faire mal. À l'instant où le crayon est dedans. Mais si je te dis je vais recommencer, tu ne voudras pas. Alors, je suis déjà stressé, là. Pour la simple raison, et on rit, mais c'est extrêmement sérieux, le fait est que ce n'est pas la douleur physique qui nuit, c'est la peur de la douleur physique. C'est la mémoire que cette douleur laisse chez nous. C'est la mémoire émotive que cela crée chez nous, et c'est pour refuser cette mémoire émotive, pour refuser cette peur, que nous ne voulons pas que l'expérience se recrée. Et continuellement dans la vie, si quelque chose vous fait souffrir, c'est dans votre psychologie que vous allez être marqué, et c'est à partir de cette psychologie que vous allez refuser de revivre, vous allez essayer de ne pas risquer de revivre la même expérience, et si quelque chose vous plaît, c'est dans votre psychologie que vous allez tenter de recréer l'expérience, de faire de cette expérience une chose immortelle, de la placer dans le temps de façon à ce qu'elle ne vous quitte plus. C'est ce que le monde appelle ça le bonheur, et le bonheur doit être éternel. Là, l'homme recherche un bonheur qui ne disparaîtra pas, alors que sans cesse, ces choses disparaissent. La souffrance, elle est psychologique, parce que la souffrance physique, ça s'endure.
Mais la souffrance psychologique, qui peut l'endurer? Tu peux me faire mal, je peux résister. Mais la souffrance psychologique, ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Mais ça ne s'endure pas. Si l'homme a peur, l'homme peut dire « je vais contrôler ma peur ». Mais l'homme ne contrôle pas sa peur. L'homme peut arriver à un moment donné à empêcher l'expression énergétique de la peur d'arriver à son niveau de conscience. Ce que nous appelons un homme courageux, qui contrôle sa peur. Mais si la peur arrive à son niveau de conscience, on parle d'une grosse peur, l'homme est fait. La souffrance, la jalousie, la colère, tout ce genre de choses, lorsque cela vous habite, vous n'êtes plus chez vous. Ce n'est pas vous qui vivez, c'est l'expression d'une émotion qui s'exprime par votre état de conscience qui, elle, vit. Vous êtes en colère, vous ne savez pas ce que vous dites, vous n'êtes pas là. Il y a la colère dans votre corps, mais vous n'êtes pas là. Et étant donné que tout le mécanisme évolutif ou le mécanisme de fuite de la souffrance est relié au niveau de la psychologie, ce que nous appelons le monde de l'astral, au niveau de l'ésotérisme, et c'est un terme que nous allons employer souvent, ceux qui viennent pour la première fois, si vous revenez, cette terminologie-là va devenir assez claire pour vous d'ici 2-3 semaines, de toute façon, il ne faut pas vous en faire. C'est des termes beaucoup plus précis, beaucoup plus justes et beaucoup moins galvaudés. On peut mieux communiquer. L'évolution se fait parce que l'homme veut fuir la souffrance psychologique et l'homme veut rechercher le bonheur psychologique. Parce que si on vous donne toute la matière du monde pour vous donner le bonheur, le bonheur va exister que si vous avez un état psychologique à être heureux et non pas en relation avec cette matière. L'homme veut donc évoluer au niveau spirituel. L'homme recherche la paix. L'homme recherche Dieu. L'homme recherche le paradis. L'homme recherche la sérénité. L'homme recherche des choses qui ne sont accessibles qu'au plan psychologique et qui n'ont aucune correspondance dans le plan physique, dans le plan vital et dans le plan mental. N'ayant aucune correspondance dans le plan physique, la paix physique n'existe pas. La paix physique, elle va exister si on vous met dans un bain flottant, à la condition que l'eau reste chaude, et que l'eau continue à être purifiée, et qu'on ne met pas un fil électrique dans l'eau. Je veux dire par là que si vous avez une sérénité, une plénitude sereine, lorsqu'il y a une tempête de neige ou un ouragan, il y a violence physique, mais pas sérénité physique. Lorsqu'il y a un accident d'auto, lorsqu'il fait extrêmement froid, lorsqu'il fait extrêmement chaud, le monde physique est régi par des lois propres au monde physique. Le monde vital, la vie, votre énergie, ce qui fait que lorsque vous êtes fatigué, vous manquez de vie, d'énergie vitale, ce qui fait que de temps en temps, vous allez voir un acupuncteur ou quelque chose comme ça pour vous faire équilibrer au niveau des énergies yin et yang. C'est l'énergie vitale, c'est la vie. Ce monde-là est régi par des lois proprement reliées au plan vital. Et il y a le monde psychologique, le monde de l'astral, le monde des mémoires, le monde des désirs, le monde des peurs, le monde des émotions. Le plan astral. Celui-là est régi par le monde de l'astral et celui-là se régit bien. Le seul handicap, c'est qu'il essaie d'appliquer ses lois, et ça c'est relié au phénomène d'expression de l'ego, il essaie d'appliquer ses lois au monde de la matière. Il veut rendre la matière belle, pour plaire à sa psychologie. Et il a peur que la matière se dégrade. Il a même peur, si la matière ne se dégrade pas, que sa psychologie change. C'est la même chose. L'un par rapport à l'autre, il y a une dégradation. Et si j'achète quelque chose qui ne peut pas être terni par le temps, à un moment donné, je vais avoir peur que moi, je change et que je ne l'aime plus. C'est ce qui va porter, je ne parle pas nécessairement de la matière, mais lorsque l'homme a une croyance, lorsque l'homme a un concept, lorsque l'homme a une foi, il se refuse de voir d'autres points de vue, d'autres réalités, de peur de changer. Et la réalité qu'il avait, qui elle ne change pas, elle ne sera plus bonne pour lui. Et il y a le plan mental, le plan de l'intellect naissant, l'intellectuance humaine, le plan mental qui est capable de régir l'évolution de l'homme, de régir l'efficacité dans l'expression de l'homme sans coloration émotive. Il y a 4 plans chez l'homme réels. Ésotériquement, dans certains livres écrits par certains médiums ou certains voyants, on parle de 7 plans. On parle du plan physique, la matière. On parle du plan éthérique ou vital, planétaire, donc le plan de la vie. On parle du plan astral, plan des émotions. On parle du plan mental. On parle du plan supramental, ou mental supérieur. On parle du plan bouddhique, qui n'a rien à voir avec Bouddha. On parle du plan divin, qui n'a rien à voir avec Dieu. 7 corps. C'est une farce. L'homme a présentement 4 corps planétaires et certains hommes sont présentement en train de bâtir une nouvelle forme de corps, le corps supramental, dans un monde éthérique, dans un monde supramental. Certains hommes.
On parle de maladies mentales. Il n'y a presque pas de maladies mentales présentement sur la planète. Il y a des maladies astrales. La maladie mentale n'existe pas. Évidemment, je précise ce phénomène pour bien faire le discernement, la différence entre ton mental n'est pas perturbé. Ton mental peut être complètement perturbé. Le mental, lorsque nous parlons de psychiatrie, ce n'est pas, c'est l'astral, c'est la psychologie émotive. La psychologie qui essaie de donner une efficacité dans l'expression de sa vie. C'est pas le mental au sens ésotérique. Le mental ne crée pas de maladie mentale. Il peut y avoir une souffrance mentale, ce que certains hommes commencent à vivre. Mais c'est loin de la souffrance psychologique. Et on ne peut pas souffrir mentalement pour quelqu'un d'autre, tandis qu'on peut souffrir psychologiquement pour n'importe qui. Pour un chat qui se fait écraser, pour une moufette qui traverse le chemin, pour n'importe quoi. L'homme a 4 corps dans lesquels il s'exprime présentement. Sachons que, brièvement pour l'instant, on va revenir sur ce phénomène au niveau des conférences du mois de novembre, du mois de septembre. L'énergie qui descend sur le plan planétaire se densifie rapidement, je vais revenir là-dessus beaucoup plus tard. Elle se densifie jusqu'à temps qu'elle devienne de la matière. La matière est le niveau d'expression le plus bas de forme énergétique. La physique le sait, l'astrophysique le sait, l'ésotérisme le sait et d'autres personnes le savent. Cette matière devient un réceptacle. D'autres énergies, la même énergie, redescend sur le plan planétaire et si elle peut avoir comme support des molécules atomiques, elle va devenir de l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas besoin d'expérimenter l'atome, d'expérimenter le degré de matière, l'expression de la matière, parce qu'elle sera supportée par l'expérience de la matière. Cette énergie va permettre, c'est la première forme d'amour sur la planète, elle va permettre l'attraction entre des atomes pour créer des molécules, pour créer la forme matérielle. Et cette forme matérielle, disons l'énergie électrique qui retient les molécules de silicium ensemble pour créer un verre, sont cette énergie vitale qui conserve la forme. Si l'énergie vitale a un degré de vibration plus haute, elle peut animer la forme, comme une plante. Plus haut comme un animal, plus haut comme un homme. Et c'est ce que nous appelons aussi la vie. Alors, si vous vous couchez par terre et je couche une autre personne par terre, l'une des deux meurt, la vie se retire. Et automatiquement, d'une façon atomique, les molécules se désagrègent. On dit que l'homme pourrit. Au niveau vital, si vous prenez une pomme verte et que vous la placez sur une table, elle va rougir, c'est-à-dire qu'elle va mûrir, parce que le légume, le fruit, le végétal conserve son énergie vitale beaucoup plus longtemps que l'homme. Parce que son énergie vitale est moins évoluée que celui d'un animal et le fruit, la banane, la tomate va continuer à mûrir seule parce qu'elle conserve cette énergie vitale. Lorsqu'elle l'aura complètement assimilée, lorsque l'énergie vitale va quitter la tomate, elle va pourrir. L'énergie qui descend, toujours le même genre d'énergie. Il n'y a pas 150 sortes d'énergie, il y a plusieurs formes d'expression de l'énergie. Cette énergie, lorsqu'elle touche quelque chose qui est formé, qui a une mémoire, donc qui a une forme, cette énergie, si elle rejoint une forme vitale suffisamment évoluée, comme une plante, un animal ou un homme, elle n'aura pas besoin de descendre plus bas en vibration, elle va être capable d'être supportée par le plan vital, qui est supporté par le plan physique. Ce phénomène va être capable de poursuivre l'enregistrement mémoriel de l'expérience planétaire. L'énergie vitale est une forme mémorielle qui conserve la forme à un objet, conserve la forme à votre corps. L'énergie sur l'énergie vitale, c'est de l'énergie astrale, c'est une énergie mémorielle plus évoluée. Cette énergie est capable d'enregistrer vos actions, vos gestes, vos dires, vos impulsions. Il est votre psychologie. Et on voit plus clairement, disons dans un séminaire que je donne, PMC1, de quelle façon l'ego se crée, de quelle façon l'âme se crée. Je passe par-dessus ce soir parce que ce n'est pas, disons, je ne veux pas trop définir ces mécanismes parce qu'on n'aurait pas le temps. L'énergie astrale se densifie, l'énergie mémorielle psychologique, et une grosse partie de cette énergie va poursuivre l'amour planétaire. L'amour, c'est de l'attraction. Lorsqu'un aimant attire du fer, il y a amour. Et il y a amour dans une forme parce que les molécules atomiques se relient ensemble et restent ensemble. Et on doit briser l'amour selon la matière, donc selon le degré d'amour vital, avec différents outils, parce qu'on sait que l'acier est plus résistant que le verre, que l'acier est plus résistant que le beurre.
Lorsque l'énergie de l'astral mémorise tout ce qui se passe au niveau de la vie, du corps vital et du corps physique, donc de la plante, de l'animal ou de l'homme, prenons un enfant, il mémorise, il enregistre. Et toutes les énergies de l'astral qui seront similaires, donc les expériences qui seront similaires, les énergies émotives similaires, le même genre d'émotion, le plaisir ou la peur, vont s'unir ensemble. C'est la loi d'attraction, c'est une loi d'amour. Cela va créer l'ego chez l'homme. L'ego, celui qui va pouvoir dire « je suis ». L'ego dans lequel va naître l'identification. L'animal n'a pas d'identification parce qu'il n'a pas une énergie astrale suffisamment évoluée. Certains animaux peuvent en avoir au contact de l'homme. La plante n'en a pas. Elle est reliée par un esprit de groupe, un égrégore, un ego de groupe, comme les troupeaux. Lorsque cette énergie astrale continue son évolution, l'homme passe par différents plans, des plans d'astral bas, des plans de violence, des plans de psychologie presque matérielle, jusqu'au plan de l'astral le plus élevé, les plans de psychologie spirituelle. Une fois que le plan spirituel est atteint, l'énergie qui continue sa descente peut être supportée par l'énergie de l'astral spirituel et il n'aura pas besoin de descendre expérimenter le plan astral, le plan vital et le plan matériel. Cela va créer chez l'être, chez l'homme, parce qu'il n'y a que l'homme qui l'a, le plan mental. Ce plan mental, dans les débuts, est continuellement coloré par le plan psychologique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à prendre des décisions intelligentes, logiques, mathématiques, parce que vous êtes coloré par votre émotion. Vous avez continuellement le choix entre « je le fais, mais j'aime pas ça », donc je le fais pas parce que j'aime pas ça. « Je le fais parce que c'est intelligent, j'aime pas ça, mais il faut que je le fasse ». Ça, c'est mental, l'autre était psychologique. L'homme mental aura toujours des émotions, sauf que lorsqu'il doit être efficace, il sera efficace, et lorsqu'il doit exprimer de l'émotion, il exprimera de l'émotion. Ces quatre plans créent l'homme présent. Je crois que chacun parmi vous ici est capable de savoir que vous avez un corps physique. Vous êtes aussi capable de faire la différenciation entre des états de fatigue, par exemple, manque d'énergie vitale, des états de regain d'énergie vitale où vous vous sentez en pleine forme. On connaît le magnétisme, c'est de l'énergie vitale que l'on transmute. On connaît l'acupuncture, on travaille qu'au niveau de l'énergie vitale qui n'a jamais été découverte par l'Europe, par l'Occident, parce que l'Occident s'est toujours évertué à explorer des corps morts. Et les Chinois, les Japonais et les Hindous ont exploré des corps vivants. De ce fait, ils ont découvert des méridiens, des canaux d'énergie, dans lesquels circulait une énergie, l'énergie yin et yang, une énergie tellurique planétaire et une énergie solaire, yang, solaire pour le soleil, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur de la planète, une énergie extraterrestre. Et l'homme occidental ne l'a pas vu parce que cette énergie, c'est la vie chez l'homme. Étudier un corps mort, c'est étudier un corps qui n'a plus cette énergie. Et étudier un corps vivant, évidemment, il a cette énergie. Lorsque vous avez faim, et ce qu'il faut faire au niveau de la séparation des corps, c'est de tenter pendant une semaine, donc je vous invite à essayer juste de voir de quelle façon votre psychologie réagit à une séparation des corps. Lorsque vous avez faim, vous pensez « j'ai faim » ou vous dites « j'ai faim ». Qui a faim? Votre corps physique. Pas vous. C'est-à-dire pas votre psychologie. Qui a peur de manquer de nourriture? Votre psychologie. Parce qu'il va devoir endurer l'expression physique de la faim dans le corps, ce qui crée chez lui une expression psychologique désagréable, et il n'aimera pas ça. Certains vont même venir hargneux, vont devenir impatients lorsqu'ils ont faim. Ça marche plus. Et c'est la psychologie qui est transformée. Mais si vous ne faites pas la séparation des corps, si vous ne concevez pas mon corps à faim, vous allez nourrir votre psychologie. La grande majorité de l'homme nourrit sa psychologie. J'ai faim. Qu'est-ce que tu aimerais manger? C'est pas rapport à aimer manger. On doit nourrir le corps physique parce qu'il est régi par des lois du plan physique. Sinon, on est malade à un moment donné. On a des problèmes. J'ai faim, je vais donc manger. Qu'est-ce que j'aimerais? Alors, j'ouvre le frigo, je rentre dans un restaurant, j'observe. Est-ce que je prends conscience des mécanismes reliés à mon corps physique? Non. Je nourris ma psychologie. Ça, j'aime ça. Je suis bourré, mais c'est tellement bon. Je nourris ma psychologie. J'aime l'énergie électrique
que mes papilles gustatives et disons, mon impression de plénitude stomacale amènent à mon cerveau. Cela est transformé en énergie psychologique et j'aime manger. Ou je n'aime pas manger. J'aime en reprendre. J'aime telle sauce. C'est pas bon pour la santé, mais c'est tellement bon au goût. Je mange pour nourrir ma psychologie. Et l'évolution de l'homme est extrêmement pénible parce que l'homme n'évolue que pour son plan psychologique. Et c'est ça que vous devez comprendre clairement. Cela ne veut pas dire que continuellement vous êtes en dissociation corporelle. Bon, ben, je vais aller me coucher, mon plan vital est fatigué. Tu rentres dans un restaurant, oui, je vais prendre telle chose, mon corps a faim. C'est sûr que la personne qui vous sert, elle va se demander si vous sortez pas de Louis-Hippolyte. Mais l'idée, c'est d'essayer dans votre tête, disons pendant une semaine, c'est pas long une semaine, c'est 7 jours. 7 jours, là-dessus, ceux qui veulent essayer, vous allez oublier pendant 5 jours. Alors, ça veut dire 2 jours. Parce qu'on oublie de mettre des choses en pratique souvent. Cela veut dire que juste pour voir de quelle façon votre psychologie, votre ego va réagir à cette séparation des corps. De quelle façon, là, vous mangez mon corps qui a faim. Alors, nourrissez votre corps. De quelle façon vous allez nourrir votre corps? C'est facile. Vous êtes suffisamment intelligent, votre mental va prendre le dessus automatiquement et vous allez savoir quoi faire. Là, il y a une bonne vue, puis je suis fatigué, mais il y a une bonne vue. C'est ça. Psychologie. Mais pensez que si vous êtes fatigué, votre corps peut être fatigué, c'est possible. Rare, mais possible. Votre énergie vitale, il vous en manque. C'est de l'énergie tellurique qui vous manque parce que l'énergie yang, vous en avez ramassé suffisamment le jour, pour ceux du moins qui voient un peu le soleil. Et la nuit, on a besoin d'énergie tellurique, donc votre corps vital a besoin de repos. Et pour se reposer, il ne doit pas être perturbé par le plan astral. On va expliquer justement ces interrelations. Alors, ce qui fait qu'il ne se repose pas si vous ne dormez pas. La conscience astrale doit s'extra-conscientiser, donc doit faire un voyage astral, si on peut dire. Elle doit rêver, de partir. Pour laisser le corps et le plan vital se démerder tout seul pour s'auto-régénérer. Alors, la personne qui est fatiguée et qui ne veut pas dormir, elle évolue psychologiquement encore. Elle a une vie psychologique. Elle n'a pas de vie globale, elle n'a pas une vie réelle complète, elle a une vie psychologique. Et vous souffrez où? Dans votre psychologie, parce que votre corps n'est pas à votre goût, parce que vous n'arrivez pas à être efficace d'une façon correcte. Donc, la matière, l'événement, la vie ne vous amène pas ce que vous voulez. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez des maladies, et tout ça parce que vous voulez évoluer que du niveau psychologique, du niveau astral. Et le moindrement qu'on commence à prendre conscience qu'on a des corps, et pour prendre conscience qu'on a différents corps qui nécessitent différents besoins, il faut qu'on fasse une séparation des corps. Et pas à vie. La 4e conférence, c'est la fusion des corps. Mais avant, faudrait qu'on voit comment faire une séparation des corps, comment régler l'interrelation qu'il y a entre les corps, comment harmoniser ces corps. Et comment énergiser chacun des corps. Lorsqu'on est fatigué physiquement, on fait des choses. Lorsqu'on est fatigué vitalement, il y a des choses qu'on peut faire qui réénergisent le plan vital. Lorsqu'on est écœuré psychologiquement, il y a des choses à faire. Lorsque mentalement, on n'arrive plus à rien voir, il y a des choses à faire. Et ça va être l'énergisation des corps. Et après, on doit réamalgamer psychologiquement cette séparation irréelle des corps. Quelle est la fusion des corps? D'avoir une question? Hein? Certainement, j'ai des questions. Dans l'expérience du bain de sel d'Epsom, là, comment est-ce qu'on appelle ça, ces bains-là? Le bain flottant? Bain flottant, oui. Quand on plonge une personne dans un bain flottant, qu'elle est coupée entièrement de tous les stimuli extérieurs, là, comment se fait-il que bien souvent, elle est sujette à des hallucinations ou à des visions? Parce que, c'est bien, c'est un point que... Ça fait longtemps que disons que j'ai le goût de parler. C'est la solitude. La solitude. La souffrance mentale chez l'homme qui se conscientise, c'est la découverte de la solitude. C'est la souffrance mentale chez l'homme. Et la souffrance psychologique de la solitude dans un bain flottant, c'est le même mécanisme que la souffrance de l'homme qui se conscientise, qui commence à souffrir dans son plan mental. Vous n'avez jamais été seul. Vous n'avez jamais souffert de la solitude. Vous avez, de temps en temps, l'homme s'est approché de cette souffrance de la solitude, mais il ne l'a jamais connue. Qu'est-ce que c'est être solitaire, être dans un état de solitude réelle? On dit de temps en temps que l'homme devra assumer sa solitude. Assumer sa solitude, c'est assumer aussi sa connaissance. Assumer son savoir, c'est assumer sa solitude. Tu es dans un bain flottant, ce qui fait que, vois-tu, le bain flottant est fait avec certains matériaux qui coupent les contacts astro extérieurs.
Tu n'as plus, à un moment donné, tu perds le contact avec ton corps physique parce que tu n'as plus ou presque plus de stimulation sensorielle. Donc, tu n'es plus nourri non plus par l'extérieur au niveau de ton plan psychologique. Ce qui fait que tu es obligé de vivre toi avec toi. Et tu vas essayer de recréer un monde qui ne te connaît pas. L'homme ne connaît pas le petit astral, l'homme ne connaît pas son âme, l'homme ne connaît pas ses mémoires volatiles, l'homme ne connaît pas son périsprit, l'homme ne connaît rien de ça. Et tu es dans ce bain flottant et tu te vois toi. Et tu viens fou. C'est-à-dire que fou au niveau psychologique, tu peux avoir des hallucinations, tu peux avoir des peurs, tu peux suffoquer, tu peux créer plusieurs phénomènes parce que tu es en train lentement de vivre une solitude réelle. Où tu n'es plus en contact avec le plan astral extérieur, où tu n'es plus en contact avec la nourriture de ta propre psychologie, ton corps physique. Ça n'a plus de sens. Mais qui est-ce qui déclenche ce cinéma là, à l'intérieur pour meubler ce vide? C'est simplement la psychologie astrale qui essaie de recréer des paramètres pour pouvoir se réidentifier. Mais elle les invente comme elle invente toute sa vie psychologique, sauf que là, elle n'a même pas de critères pour dire j'invente ça a de l'allure ou non. C'est le mental qui juge. Donc le mental va dire, oui, mais c'est une hallucination, c'est stupide, ça n'a aucun sens, et tu es proche de la souffrance mentale, tu es proche de la solitude. La réelle solitude de l'homme qui se conscientise, la souffrance mentale, elle naît lorsque l'homme pense de par lui-même. Lorsque l'homme se pose des questions et que l'homme se répond à ces questions. Là, c'est traumatisant parce que l'homme se dit, oui, mais qu'est-ce qui me dit que j'ai raison? Qu'est-ce qui fait que tu es seul? Et à un moment donné, lorsque l'homme se conscientise, il a des mécanismes réflexes qui le coupent du contact de l'astral collectif. Il ne peut plus penser collectivement. Et lorsque l'homme vit pour la première fois ce mécanisme, son ego se voit complètement cerné par l'ennemi mental, c'est-à-dire que l'ego risque à un moment donné de disparaître. Il va disparaître. Mais c'est une souffrance qui est incroyable parce que l'homme n'a plus de paramètres collectifs pour pouvoir rassurer ou nourrir son ego. Lorsque je dis des choses et qu'une personne se met en colère, c'est justement parce que j'ai ébranlé chez elle, elle est en train de sentir que ce qui sert de paramètre psychologique est en train de se démolir. Elle va donc crier, elle va gueuler, elle va se mettre en colère pour réénergiser ce paramètre, ce contour, ce cadre, ce carcan psychologique, de façon à pouvoir dire, bon, je me reconnais. Mais lorsque tu ne peux même plus parce que tu te poses une question et tu te vois répondre. Je devrais-tu y aller? J'aimerais ça. Tu as une réponse qui te dit quelque chose qui est extrêmement intelligent pour toi, qui fait du sens. À un moment donné, tu te rends compte que c'est toi-même qui te réponds à toi. Tu n'as plus Dieu. Tu n'as plus de maître. Tu n'as plus de gourou. Tu te demandes l'opinion des autres, ça ne fait jamais ton affaire. Il y a la sienne qui vient, puis elle est supérieure. Et pas parce que tu es égoïque. Pas parce que tu te prends pour un autre. Parce que tu le sens. Tu es sûr de savoir, c'est différent de celui qui croit. Et à un moment donné, tu as de la difficulté à assumer ce savoir qui est inné, un savoir que tu n'as pas expérimenté, qui est le savoir supramental, le contact supramental. Et ça, c'est une solitude qui est extrêmement terrible, qui est extrêmement souffrante, parce que l'homme est juste sur une barrière où il revient en arrière, où il passe de bord. Et ça fait peur, ça fait mal, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que toi. Et lorsqu'il n'y a plus rien que l'homme, parce que lorsque l'homme est tout seul dans son cabanon, il est en contact avec le plan astral. L'homme peut rêver, l'homme peut imaginer, l'homme peut se rappeler des choses. L'homme n'est pas seul. L'homme est tout plein de ses mémoires. Mais lorsque l'homme, à un moment donné, perd même ce contact mémoriel, l'homme n'a plus de mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je ne le sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a l'autre bord du mur? Ça, je le sais. C'est extrêmement traumatisant. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, tu as une vision complète d'un mécanisme psychologique, familial ou social ou professionnel. Tu vois tout, comme tu n'as jamais vu. Mais là, d'où ça vient? Ça vient de moi. Je le sais que ça vient de moi, mais comment ça se fait? Tu es seul. Et cette solitude-là, elle est presque revivable dans un bain flottant. Maintenant, elle est astrale, elle est psychologique, presque mentale, mais simplement, tu te ramasses avec toi-même. Je connais une personne qui, depuis une vingtaine d'années, est capable de se réveiller tous les matins là, moi, j'en connais plein. En se programmant sur l'heure qu'elle doit. Mais qui est-ce qui dans cette intervention là, qui est-ce qui intervient, qui est-ce qui réveille le corps physique? Bon, alors tu te couches et tu décides, bon, à 8h15, je dois être debout, tu te réveilles à 8h15, tu pèses ton cadran quand il se met à sonner, puis tu te lèves, tu t'en vas. Bon.
il y a plusieurs mécanismes qui peuvent faire ça. Plusieurs personnes peuvent s'autoprogrammer. C'est simplement que leur conscience astrale veille pendant la nuit, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience qui ne dort pas. L'astral ne dort pas pendant la nuit. Et tout ce qui est mémoriel, donc le cadran mémorise aussi. À un moment donné, l'heure arrive et c'est mémorisé au niveau du plan astral. Donc la conscience astrale le sait. Alors automatiquement, elle vient innerver le corps de façon à le réveiller. Il faut qu'il y ait en quelque sorte comme une horloge en nous-mêmes. Il faut qu'il y ait simplement quelque chose qui te permet de prendre conscience de l'extérieur. Bon. Comme le somnambule qui se lève, sa conscience astrale est légèrement à côté de lui, puis elle voit tout, donc il ne se fait pas mal. Bon, mais supposons que je rentre dans la chambre avant que cette personne-là se couche, et puis je fais avancer les aiguilles d'une heure. C'est pas son cadran, c'est la chronologie collective qui est en veille. Mais s'il doit se lever à 8 heures et puis que j'ai avancé l'heure d'une heure, là, à quelle heure il va se réveiller, lui? Je sais pas. Oui, si par exemple, moi, si je me programme à me réveiller à une certaine heure, viens toucher mes aiguilles, ça change rien parce que je suis connecté sur l'heure collectif. Faudrait que tu changes l'heure collectif, l'heure de la société au complet, pour que je me fasse avoir. Alors, à un moment donné, le cadran, je n'ai pas besoin. Mais à un moment donné, si on avance l'heure parce que c'est l'heure avancée de l'Est, puis que je le sais pas, je me réveille 1 heure en retard. Bon, on a tout bougé les aiguilles, mais moi, je me fie quand même à l'heure chronologique collective qui est restée mémorisée au niveau du plan astral. C'est un phénomène qui est simplement astral. Tu peux développer le mental pour être réveillé aussi, mais le mental va faire d'autres choses. Le mental va assujettir le plan psychologique, le plan de l'astral, qui ne dort pas la nuit, qui est au niveau des plans mémoriels, et la nuit, c'est extrêmement fécond pour des promenades astrales, hein. Tu peux rêver, tu peux t'amuser comme tu veux, ce qui n'est pas nécessairement correct, le fait de rêver, mais tu peux avoir conscience de tout ce qui se passe chez vous. Alors, si un incendie se déclare, tu te réveilles, tu veilles pendant que tu dors. Parce que le sommeil n'est pas là pour la psychologie. L'astral n'a pas besoin de se reposer, il vit continuellement, il se reposera jamais. Il a besoin de toujours savoir qu'il existe. Alors la nuit, il rêve, faut savoir qu'il est là. Le jour, il rêve à l'intérieur de toi, c'est ton imagination, c'est ta création, c'est toi, pour savoir qu'il existe. Le corps physique a besoin d'un certain repos, le corps vital surtout a besoin d'un repos, le corps mental n'en a pas besoin non plus. Et qu'est-ce qui fait que psychologiquement une personne est fatiguée? C'est que son expression psychologique se fait par l'intermédiaire de son corps physique. Donc, si le corps physique est fatigué, l'expression se fait mal. Se faisant mal, ça crée des énergies psychologiques qui vont à l'encontre des énergies normales de l'ego. Donc, la personne, elle est colérique, elle se sent mal. Si elle repose son corps physique, elle peut prendre une pilule. Ça relaxe les muscles, ça replace les choses et elle se sent mieux. Elle n'agit pas sur son corps psychologique en prenant des médicaments, elle agit sur son corps physique. Elle peut boire, elle peut se saouler la gueule et elle aura une psychologie transformée. Donc, la personne qui dort et qui se réveille à l'heure, c'est que astralement, elle veille. Mais physiquement, elle dort. Bon. Comment se fait-il que les religions, par exemple, définissent les corps de l'homme comme le corps physique, l'âme et l'esprit? C'est quoi la correspondance avec les corps que tu nous donnes, toi, l'âme et l'esprit là-dedans? Bon, le corps physique, au niveau de la religion catholique, par exemple, c'est le corps physique et le corps vital. L'âme, c'est le corps astral et le corps mental. Et l'esprit, c'est le corps supramental, le corps bouddhique et le corps divin. Et on a, encore une fois, dans ces religions qui sont organisées par le plan de l'astral, on a privilégié le développement de l'âme. L'homme doit aimer son Dieu de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit, et la religion ne dit qu'à l'homme de s'occuper de son âme. Occupez-vous de votre âme, sauvez votre âme, parce que l'âme est mortelle, d'ailleurs l'âme doit mourir. Et l'esprit, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, l'esprit, c'est pas grave. C'est normal parce que c'est réglé par le plan de l'âme, par le plan de l'astral collectif. Et évidemment, on essaie de sauver l'âme. Mais c'est les mêmes phénomènes. Le plan physique, c'est le plan vital et physique. D'ailleurs, ça, c'est un plan physique, mais il est plein d'énergie vitale. Le plan astral, le plan psychologique, c'est le plan de l'intellect, donc du mental, qui est capable de raisonner, de penser à partir de ce qu'il a connu, donc de ses mémoires, donc de son astral. Ça, c'est l'âme. Et au niveau du plan de l'esprit, là, on passe à des sphères supérieures, des sphères instantanées. Donc, ce Saint-Esprit, par exemple, qui, à un moment donné, est allé effleurer la tête des apôtres, ce Saint-Esprit, donc l'Esprit Saint, c'est cette énergie supramentale. On peut dire que c'est l'énergie supramentale, disons, catholique. C'est simplement cette différenciation que les autres font au niveau des corps. Mais l'homme a un corps physique. Au niveau du plan d'évolution, il a un corps vital qu'il peut s'occuper aussi. Il a un corps psychologique qu'il peut s'occuper et il a un corps mental qu'il peut s'occuper. Pour que l'homme arrive à être en santé à un moment donné, l'homme doit s'occuper de ses corps d'une façon séparée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas penser que les lois psychologiques régissent les lois du corps. Moi, je m'habille avec des culottes extrêmement serrées parce que c'est chic, je me sens bien là-dedans, psychologiquement. Mais ta circulation sanguine, ta circulation énergétique, qu'est-ce qui se passe avec? Bah, quand je serai vieux, si je suis stérile, c'est pas même grave.
Bon. Moi, je me maquille, par exemple, énormément, mais ta peau, elle respire pas. Non, mais psychologiquement, quand je me vois à la fraîche, je me sens bien. Mais c'est ça. Tout au niveau du plan psychologique, ce qui amène des problèmes au niveau de l'homme. Continuellement. La mode, elle est là pour la psychologie. Il n'y a pas de mode intelligente présentement. Une mode pour le plan physique. Une mode pour le plan vital. On a une mode pour le plan psychologique. On a des autos pour le plan psychologique. Une chance qu'on a une loi et qu'on a certaines choses qui obligent les véhicules à être un peu faits en fonction du plan physique, comme la ceinture de sécurité, comme différents mécanismes au niveau des autos. Mais c'est toujours pour le plan psychologique. Alors, continuellement, l'homme a des problèmes. L'homme a toujours évolué. L'homme a fait des guerres pour le plan psychologique parce qu'il avait peur. Tout est basé au niveau du plan psychologique, de même que l'évolution de l'homme. Et l'homme souffre continuellement de son plan psychologique parce qu'il est toujours déçu de voir que la matière n'exauce pas ses vœux. Que l'énergie vitale n'exauce pas ses vœux. Pourquoi faut que je dorme? Je perds la moitié de ma vie à dormir. Oui, mais arrête donc de perdre l'autre moitié de ta vie à gaspiller ton énergie vitale. Tu vas peut-être avoir besoin de moins de sommeil pendant la nuit. Je veux réfléchir puis je suis pas capable. Ben oui, c'est sûr. Tu veux réfléchir puis tu veux que la solution mentale que tu amènes soit acceptée par ton ego psychologique. Donc, tu t'interdis même la réflexion. Alors, comment veux-tu que l'homme arrive à vivre d'une façon convenable? C'est quoi la fonction du rêve, par exemple? À quoi ça sert de rêver? Il y a plusieurs fonctions au rêve. Le rêve, évidemment, c'est au niveau du plan astral. La première fonction du rêve, ça va être, elle est, disons, bidirectionnelle, de permettre à l'astral, à l'âme d'un individu de se faire réénergiser par l'astral collectif, c'est-à-dire de se faire remettre au diapason collectif. Le rêve. Deuxièmement, elle permet aussi à l'astral collectif de se faire réénergiser par l'astral de la personne qui rêve. Par contre, le rêve, c'est-à-dire que l'extra-conscientisation astrale, il a une importance pour le corps physique présentement en tant que l'homme est un homme psychologique, c'est qu'il permet à la psychologie astrale de placer sa conscience non plus dans le corps, dans l'hypothalamus cérébral, mais à l'extérieur, dans le plan psychologique collectif, de façon à laisser le corps vital, le corps physique se démerder tout seul. Alors évidemment, si le mental, si on a une relaxation comme on en voit une par exemple au niveau du PMC, la relaxation Menfi, où tu as un contrôle authentique sur ton corps, muscle après muscle, presque cellule après cellule, tu te relaxes en 1 heure ce que tu pourrais dormir ou te relaxer en 15 heures de sommeil. Mais présentement, l'homme ne pouvant pas contrôler son corps, parce que les relaxations qu'on enseigne, c'est quoi? Tu te couches, on met une musique, on met une parole, tu pars d'un voyage astral, ton corps il se démerde. T'appelles ça une relaxation. Tu relaxes ta psychologie. Puis le corps, quand tu reviens de ta relaxation, tu peux être frustré, tu peux être nerveux, tu peux être n'importe quoi. Tu peux être très très bien, mais faites pas de bruit. Bon, pourquoi? Parce que le corps physique s'est démerdé tout seul. Alors le rêve, il a ça de bon, c'est qu'il quitte. Donc tu n'as plus psychologiquement, tant que tu ne vas pas faire un cauchemar, qui est une période presque initiatique, disons, au niveau du rêve, ou tant que tu ne deviens pas somnambule, tant évidemment que ton corps ne continue pas à servir ton ego au courant de la nuit, là, tu dors bien mal. Quand tu te promènes, tu gigotes tout le long de ta nuit, tu te boques ton oreiller. Alors, ce qui fait que le rêve a plusieurs fonctions énergisantes au niveau du plan collectif, et surtout, présentement, il sert à libérer le corps. Et que le corps peut enfin se reposer parce que le bonhomme psychologique est plus dedans. Le rêve a aussi une autre fonction, c'est celle d'enseigner à l'homme, mais ça, c'est pas voulu par le plan astral. Par contre, c'est toujours ce qui se passe. C'est une souffrance. La souffrance ne veut rien enseigner à l'homme. Mais la souffrance enseigne comment à l'homme, comment ne plus souffrir de cette souffrance. Et le plan psychologique, lorsque tu rêves, tu apprends à un moment donné à ne plus te faire... Tu connais le monde de l'astral, tu connais ce monde parallèle, le monde des morts, et tu finis par te libérer de l'assujettissement que ce monde-là te donne. Maintenant, c'est une école qui est extrêmement lente. Elle sert surtout... présentement le plan de l'astral, parce que tu le réénergises continuellement. Alors, elle ne fait surtout que ça. Pourquoi est-ce que les ésotéristes attachent tant d'importance aux glandes? C'est quoi la relation au système endocrinien? Bon, pourquoi? Alors on revient donc à notre séparation des corps. D'ailleurs, je pense pas qu'on s'en est éloigné non plus. Le plan psychologique, l'astral, le plan émotif, s'exprime chez l'homme physiquement par 2 mécanismes cérébraux particuliers. Le thalamus et l'hypothalamus. Bon, ce sont des parties cérébrales qui sont dans notre tête et qui servent à filtrer tout le système sensoriel avant que celui-ci n'arrive au cortex cérébral, là où va lentement naître les consciences de l'homme. Disons pour l'instant l'intellect ou le mental de l'homme. Alors sachons immédiatement que lorsque je touche quelque chose, je peux percevoir que j'ai touché. Mais
les nerfs sensoriels qui amènent cette perception à mon cerveau sont obligés de traverser le thalamus, qui est un des sièges de la conscience émotive, et celui-ci va filtrer l'information avant que l'information arrive à mon cortex, à mon mental. Cela veut dire que si, par exemple, je mets ma main ici et que je touche quelque chose de gluant, au lieu de détecter que je touche quelque chose de gluant, je vais en même temps, vu que ça passe par mon thalamus et que c'est coloré par ma mémoire, par mon émotion, je vais avoir à ma conscience mentale que je touche à un crapaud, à quelque chose même. Immédiatement, ce qui fait que j'ai peur. C'est du jello. Pour la simple raison que je ne peux pas avoir une connaissance sensorielle non colorée. Et ce thalamus et cet hypothalamus, qui ne sont pas des glandes en soi, le thalamus filtre l'information qui va. Je vois quelque chose et je dis pourquoi je ne peux pas la voir comme elle est? Je dois la voir et cette vision, excuse-moi si je te regarde, là. Cette vision traverse mon thalamus, arrive à mon cortex. La vision plus la mémoire énergétique de l'expérience que j'ai déjà eue similaire arrive à mon cortex et je vois quelque chose de laid. Ou je vois quelque chose de beau, ou j'ai peur immédiatement en le voyant. Je ne peux pas avoir l'information, tiens, il y a un scorpion dans ma chambre, alors je vais évidemment je sais mentalement que ça peut être dangereux, puis je vais agir en fonction. Non, je vois un scorpion dans ma chambre et je suis rendu après le plafond. Ça, c'est l'homme psychologique, ça c'est l'homme ancien, c'est tout à fait l'homme ancien. Le système endocrinien, il est régi par la glande hypophyse, qui est aussi au niveau du cerveau. Et cette glande hypophyse, c'est le chef d'orchestre de tout le système endocrinien corporel. Et cette glande hypophyse, elle est régie par l'hypothalamus, qui est le deuxième siège de la conscience émotive. Et c'est par l'intermédiaire de l'hypothalamus que l'émotion s'exprime chez l'homme. Alors moi, j'ai peur, et automatiquement, mon hypophyse envoie des stimulations au reste de mon système endocrinien. Les glandes endocrines sont des glandes qui sécrètent des hormones qui sont immédiatement jetées dans le sang, et ces hormones vont dans des endroits particuliers du corps, vont créer des réactions corporelles. Alors, je vois quelque chose, j'ai peur parce que mon mental vient de savoir que je devais avoir peur, parce que c'est filtré au niveau du thalamus. La réaction que le mental va donner est presque complètement effacée par la réaction de l'hypothalamus qui donne l'ordre au système endocrinien, donc par l'intermédiaire de l'hypophyse, de sécréter des catécholamines, des hormones comme l'adrénaline, comme ces choses-là. Mon cœur va accélérer, je vais me mettre à transpirer, il se passe un paquet de phénomènes tout à fait endocriniens parce que ma psychologie a décidé qu'elle avait peur. Alors, le système endocrinien au niveau de l'ésotérisme, de la médecine, ça s'en vient. Les médecins commencent à penser que l'endocrinologue détient la santé du corps physique. Parce que c'est par là que l'astral s'exprime, que l'émotion, que la psychologie s'exprime dans le corps physique. Et ça, on doit absolument empêcher ça. Il faudrait que le mental prenne le dessus, mais présentement, c'est le corps physique qui domine. Alors, le système endocrinien, il est donc composé de différentes glandes, des glandes surrénales. Presque chacun des carrefours d'énergie, ce que nous appelons chakra, est relié à une glande endocrine, parce que le chakra est la correspondance vitale, dans le plan vital du corps physique. Il a donc une correspondance physique, le système endocrinien. On parle surtout de la glande épiphyse, de la glande pinéale, qui se trouve à être légèrement en haut du thalamus, presque au même niveau. Bon, au niveau du cerveau. Cette glande, lorsqu'elle va commencer à entrer en fonction, la glande pinéale, c'est une glande que certains vont appeler le troisième œil, mais le troisième œil, c'est la glande hypophyse. La glande pinéale, chez certains animaux, elle détecte la lumière. C'est pourquoi on l'a appelé le troisième œil et on pense que chez l'homme, elle a le même effet. Elle réagit à la lumière chez l'homme, mais pas de la même façon. Ce n'est pas le troisième œil. La glande pinéale, lorsque l'enfant est petit, lorsque l'enfant grandit jusqu'à l'âge de la puberté, la glande pinéale sécrète une hormone qui empêche le développement sexuel. Et plus l'enfant approche de la puberté, moins cette glande va fonctionner. Donc, lentement, on a des caractères secondaires qui vont apparaître, et une mutation corporelle, une mutation psychologique, parce que le corps exprimant la psychologie, le corps mutant la psychologie change aussi. Cette glande finit par cesser d'agir. Jusqu'à un moment donné dans la vie, par exemple, ou un petit peu après la ménopause, ou à un moment donné dans la vie d'une personne, lorsqu'elle vieillit, elle peut recommencer à fonctionner. L'évolution va faire en sorte que cette glande va se remettre à fonctionner lorsque l'homme va vouloir.
Et cette glande pinéale que certains essaient de développer par des techniques ou pas encore par des onctions ou par plusieurs choses, va surtout être mis en vibration par le contact de l'énergie de l'onde supramentale, par un contact d'énergie supramentale, qui va permettre à l'homme, cette glande sécrétant ce genre d'hormones, elle n'en sécrète pas juste une, elle en sécrète plusieurs, va assujettir le thalamus et l'hypothalamus et va les obliger à ne plus colorer les informations extérieures. Donc, l'homme aura une conscience d'un verre qu'un verre est un verre. Il aura une conscience mathématique. Il pourra voir presque la réalité. Au lieu de toujours l'interpréter en vérité, toujours l'interpréter en mensonge, pour dire ce que je vois, c'est laid. Est-ce qu'on va pas avoir l'air de robot, d'ordinateur à ce moment-là? Ben, présentement, vois-tu, si je dis des insultes à quelqu'un, automatiquement, il réagit. Si j'offre $100 à quelqu'un, il est tout content. Je peux faire quelque chose. Pourquoi tu penses que l'homme, présentement, est complètement manipulable? Parce qu'il est complètement robot. Et lorsque l'homme devient mental, lorsque l'homme est capable de voir quelque chose, de le voir comme qu'il est, l'homme n'est pas un robot. L'homme est complètement libéré des manipulations collectives, des assujettissements collectifs que nous connaissons présentement, où nous pouvons facilement dire juste la politique. Tu mets certaines propagandes et on sait qu'une grande masse collective va venir. On le sait. On sait aussi que si on publie un sondage, qu'on ramasse paquet de monde du côté du vainqueur. C'est pas des robots. Lorsque tu es un homme qui est mental, tu publies un sondage, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il pense. Il est pas robot pantoute. Il est beaucoup moins robotique qu'il était avant. Donc, il se libère. Et le système endocrinien, pourquoi justement on doit découvrir et comprendre la séparation des corps? C'est que, psychologiquement, je vois des choses, je vois des couleurs, par exemple, et ces couleurs-là me tannent. Quelqu'un parle de quelque chose que je n'aime pas, ou parle avec une voix que je n'aime pas. C'est psychologique. Cette psychologie va s'exprimer. Elle va, par l'intermédiaire du système endocrinien et par l'intermédiaire du système vital, parler par l'intermédiaire de mon corps. Donc, lentement, ma psychologie va transformer mon énergie vitale. La vibration psychologique qui ne peut pas être exprimée, et même lorsqu'elle est exprimée, ça crée des problèmes, elle va transformer la mémoire de mon énergie vitale. Cette mémoire vitale étant transformée légèrement, elle va transformer le corps physique. C'est une maladie psychosomatique qui commence au niveau de la psychologie et qui se finit par une somatose aiguë, par une transformation corporelle, c'est-à-dire que j'ai des ulcères d'estomac parce que je suis nerveux. Et pourquoi? Parce que cette psychologie, la vibration émotive de l'astral, transforme la vibration vitale, qui, elle est la forme mémorielle. Elle est ce qui retient la mémoire. Elle va se cristalliser dans le corps. Exactement. La forme vitale se transforme et lentement les molécules vont suivre. Ça prend du temps. Et la personne, elle est malade, ça fait 15 ans qu'elle cultive un cancer du poumon ou un cancer du sein ou un cancer de l'intestin. Et à un moment donné, elle croit qu'en 2 semaines ou en 3 semaines de jeûne, elle va régler ce cancer. Le jeûne peut régler certains cancers, mais il faut absolument que la psychologie jeûne, pas juste le corps. Et c'est autre chose. Il faut encore comprendre la séparation des corps. Parce que la personne, elle jeûne pas psychologiquement, mais elle jeûne physiquement. Ça réglera pas un cancer de l'estomac, par exemple. Alors, ça crée donc des maladies parce que, lentement, le corps vital est désagrégé, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles formes, et la forme physique va suivre, ça crée une maladie. À combien estimes-tu le pourcentage de maladies d'origine psychosomatique? 99,999 et comme me disent plusieurs de mes amis médecins, 100%. Ça va être intéressant, là, si vous avez des questions pendant la deuxième période concernant l'origine ou les causes profondes des maladies, là, allez-y de vos questions. Il me reste encore le temps pour en poser une, là. J'ai lu récemment une étude de scientifiques américains qui travaillait au niveau de la glande pinéale et qui avait fait une découverte assez étonnante. Je voudrais savoir ce que tu en penses. C'est qu'ils affirment qu'une personne qui n'a aucun sens de direction, qui n'a pas de sens d'orientation plutôt, ça proviendrait de ce que la glande pinéale n'a pas retenu dans l'alimentation du corps physique tous les éléments de fer, parce qu'il semblerait que le fer, qu'on absorbe par les aliments, se cristallise à la surface de la glande pinéale. Mais je vois pas où est le rapport, supposons que je ne le vois pas. Pourquoi est-ce que ça, c'est notre boussole, cette glande pinéale, et que vient faire le fer là-dedans? Bon, disons que ce n'est pas notre boussole. Les médecins pensent présentement, ils commencent à découvrir, je crois que dernièrement,
récemment, on a découvert qu'effectivement, elle sécrétait des hormones pendant l'enfance. Si c'est pas fait, ça va se faire. Mais je crois que certains collèges de médecine ont fait des recherches au niveau de ça. Au niveau du fer, au niveau de la glande pinéale, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout, c'est elle qui va être le régisseur de l'hypothalamus et du thalamus, surtout. Ou qui va passer par-dessus l'hypothalamus pour régler aussi le système endocrinien. Alors, ce qui fait que, normalement, l'homme est capable de s'orienter dans l'espace, s'orienter dans la ville de Montréal, s'orienter sur une autoroute. Sauf que si, émotivement, psychologiquement, tout ce qui, normalement, pourrait amener cette personne-là à avoir une conscience corporelle, une conscience presque planétaire, une conscience, disons, régionale de ce qu'elle fait. Avoir une mémoire de lorsqu'elle a tourné, où elle est à un moment donné. Une conscience instantanée de sa situation géographique. Et ça, c'est empêché par le problème, par la psychologie de l'homme, par l'astral humain, par l'émotion de l'homme. Et cette glande pinéale, si elle a là, on parle d'anormalité, mais encore là, la glande pinéale, lorsqu'elle va être complètement en fonction, c'est des surhommes, c'est des hommes nouveaux intégrales qu'on va avoir, totalement réussis. Présentement, cette glande, ce n'est pas notre boussole, sauf que l'homme a ce qu'il faut, parce que l'homme n'a pas juste que des sens physiques, l'homme a des sens vitaux, l'homme a des sens astrales aussi. Le sens astral les plus connus sont les sens physiques, mais au niveau des plans. Ce qui fait que tu es déjà coloré au niveau des sens physiques, surtout. Et tu es capable facilement de percevoir d'où tu viens, où tu vas et l'alentour de toi, si tu n'as pas une coloration excessive, même de ce mécanisme. Certaines personnes ont ce que nous appelons un sixième sens. Ce sont des sens vitaux qu'on développe facilement par différentes techniques. Ce sont des sens astraux qu'on développe aussi. Mais pour pouvoir t'en servir convenablement, faut pas que tu sois coloré par ton émotion. Exactement comme lorsqu'on parle de voir l'aura. Si tu vois l'aura de quelqu'un, tu la vois à travers la tienne. Donc, le mélange des couleurs fait que tu ne peux pas savoir quelle est l'aura de l'autre. Alors, tu as une perception sensorielle, mais complètement faussée par ta psychologie. Alors, c'est la même chose au niveau de la glande pinéale. Elle a une utilité et lorsqu'elle a, évidemment, ce qu'il lui faut au niveau des minéraux, pour pouvoir sécréter, pour pouvoir agir convenablement, elle permet des choses qui, soit sont normales chez l'homme, parce que tout le monde l'a, ou soit sont anormales lorsque cela est développé chez quelques individus dans une collectivité. La glande pinéale n'est pas la boussole. L'homme au complet a une sensorimotricité qui lui permet de tourner, de se diriger par rapport à où il est, à la condition qu'il puisse interpréter convenablement ces données. Et la glande pinéale, si elle ne peut pas permettre cette interprétation correcte, fait que l'homme n'a pas de sens de l'orientation. Lorsqu'on parle des phénomènes de perception extrasensorielle, par exemple, est-ce qu'on localise ça au niveau de la glande pinéale? Est-ce qu'il y a un siège de la perception extrasensorielle? Non. Tu as une perception extrasensorielle vitale qui va être surtout captée par le corps physique. Tu perçois, tu es capable de lire. C'est des choses, disons... ce mécanisme, on le développe au niveau du PMC, par exemple. On va travailler énormément là-dessus. Et la personne, elle est obligée d'avoir un corps physique conscientisé avant de pouvoir commencer à faire ça, parce que ce sont des détections corporelles. Tu as une conscience psychologique qui va, elle, être perçue par l'émotion. Tu as une émotion de quelque chose, tu sens quelque chose, mais c'est émotif. Ça, c'est un sens qui est totalement au niveau du plan astral. Alors, il n'est pas localisé quelque part. C'est-à-dire qu'au niveau astral, il va être localisé surtout au niveau coronarien, c'est-à-dire au niveau du cœur. Mais il peut légèrement être déphasé. Au niveau vital, ça va être au niveau du corps humain au complet. Parce que l'énergie vitale circule à la surface au niveau des méridiens. Alors, au niveau psychologique, au niveau donc des sens astraux, ça va être surtout émotif, surtout relié au niveau du cœur. Et présentement, l'homme développe cette conscience astrale, ce sens astral de plus en plus développé, de plus en plus, d'une façon de plus en plus adéquate. Et étant donné que l'homme ne sait pas ce qu'il fait, il va s'exprimer chez lui plusieurs types de maladies coronariennes, justement parce que l'homme travaille trop au niveau de ce centre cardiaque et au niveau aussi de toutes les stimulations coronariennes. Donc, on a un sens astral qui va être situé là. Le sens mental est situé surtout au niveau des hémisphères cérébraux. Mais le sens vital, lui, il est partout. Donc, on ne sait pas, évidemment, là, je parle de centre coronarien, on les situe un petit peu. Mais c'est un peu comme vouloir situer dans le cerveau de l'homme un endroit où précis pour telle chose, un endroit précis pour telle autre chose. On a déjà situé différents trucs au niveau du cerveau pour se découvrir quelques années après qu'en fin de compte, c'était pas vrai. C'est réparti un peu partout. Qu'est-ce que tu penses des recherches en parapsychologie qui
qui ont découvert récemment, il y a cela 5 ou 6 ans à peu près, que la majorité des gens qui étaient capables de produire des phénomènes paranormaux là, avaient été électrocutés dans leur jeunesse. Qu'est-ce que tu penses de ça, le rapport entre l'électricité et puis la chimie du cerveau, par exemple? Bon, premièrement, l'électricité, c'est quelque chose qui est extrêmement proche du plan vital. Donc, transformant par électrocution, évidemment, faut s'entendre au niveau de l'électrocution, parce qu'il y a des transformations physiques qui se font aussi, des fois, ça dépend du voltage. Transformé par l'électrocution, ce qui peut arriver, c'est qu'on a des mutations qui vont se faire au niveau du système cérébral, alors au niveau de la conductibilité chimio-biologique ou chimio-électrique du cerveau. Il va se passer différentes choses électriques, on n'aura pas le temps d'en parler de toute façon là, on peut revenir peut-être à la deuxième partie, ce qui va faire que la personne, au niveau de ce qu'elle peut faire, parce que le plan vital est ce qui peut faire bouger les choses à distance. C'est pas la pensée ça vaut rien, ça vaut rien penser. Et lorsqu'une personne est électrocutée, lorsqu'une personne a une dose, disons, assez sensible d'énergie vitale, d'énergie électrique, soit dans un appareil à champ magnétique, par exemple, ce qui va, à un moment donné, créer le même genre de phénomène à la longue, ce qui n'est pas nécessairement bien, parce que ça n'a pas rapport à l'évolution consciente d'une personne, ça a rapport plutôt à une transformation inconsciente et physique. Une personne, donc, qui a une électrocution va avoir une transformation, surtout au niveau de son cerveau. Beaucoup plus, parce que c'est au niveau de l'énergie vitale, et si l'énergie vitale est transformée, évidemment, il y a une transformation qui se fait au niveau du corps physique, et l'électricité l'électromagnétisme électrique a une tendance à surtout affecter le plan organisé vital du cerveau. Beaucoup plus que le reste. Il peut aussi affecter le reste, mais beaucoup plus au niveau du cerveau. D'ailleurs, on sait que l'électricité va détruire surtout là où elle rentre et là où elle sort, parce qu'à l'intérieur du corps, elle peut suivre comme conduction les méridiens, et évidemment tout ce qui est les conducteurs au niveau du corps, mais surtout les méridiens, donc elle ne brûlera pas trop le corps lorsqu'elle circule dans le corps. Lorsqu'elle sort, il y a une lutte qui interdit la sortie, donc il y a explosion, et lorsqu'elle entre, il y a aussi une lutte corporelle qui interdit l'entrée, il y a aussi explosion. Mais le champ électromagnétique de cette circulation électrique va surtout perturber l'énergie vitale cérébrale, et c'est surtout là qu'on va avoir des transformations au niveau neurologique. Est-ce que tu jouais avec les prises de courant quand tu étais jeune, toi? Non, mais c'est pour ça qu'on dit se brancher. Rentrez pas chez vous, pluguez les doigts dans les... Non, c'est pas évolutif, c'est complètement, disons que c'est accidentel et ce n'est pas un moyen d'évolution de travailler l'électricité. Ok, mais scientifiquement, en tout cas expérimentalement, ils peuvent le faire. Ils sont aperçus que les grands médiums, etc., avaient été électrocutés. Quel développement tu vois là pour finir aux appareils Kirlian dans le futur? Est-ce que tu vois une application au niveau de, je sais pas moi, d'une médecine parallèle ou quelque chose Vois-tu, la médecine, de toute façon, on va revenir là-dessus au niveau du symposium sur les guérisons. Et la médecine de l'avenir va surtout être une éducation intelligente donnée à l'homme. Alors, au lieu de guérir la maladie, l'homme ne sera pas malade. Il y aura des médecines d'urgence, étant donné qu'on aura encore des accidents pendant un certain temps, mais l'homme n'a pas besoin d'être malade. L'homme est malade parce que karmiquement, l'homme ne s'occupe pas des lois qui régissent son plan vital, des lois qui régissent son plan physique. Parce que l'homme se sert de son corps pour exprimer sa psychologie qui, elle, a une forme de maladie. C'est-à-dire qu'elle est dominatrice, elle se prend pour un autre. Parce que l'homme se prend toujours pour un autre, il se prend pour lui. Bon. Alors, donc, au niveau des médecines kirliennes, au niveau des médecines de l'avenir, c'est sûr qu'on va surtout s'en aller vers des médecines énergétiques, vers des médecines qui sont douces. On va essayer de laisser tomber la chimiothérapie, les médecines chimiques. Mais de toute façon, à un moment donné, l'homme nouveau ne sera pas un être malade, il sera un être en santé. L'homme n'est pas nécessaire qu'il soit malade. Moi, ça fait combien d'années que je suis pas malade? À part un rhume de temps en temps. C'est le développement vers la médecine holistique, là, où on tient compte de tous les corps, de l'énergie qui circule dans les corps. C'est l'écologie. Si l'homme est écologiste, c'est ça qu'il faut développer. La première prise de conscience, c'est la séparation des corps, la conscientisation des corps. Si l'homme est écologiste, l'homme ne peut pas être malade. Une forêt n'est pas malade si écologiquement on l'entretient. Elle a tout ce qu'il faut pour lutter.